9h16 sur la première, café croissant, jus d'orange donc, et ce lundi matin de début de semaine, nous recevons James Baldwin. James Baldwin, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes né à New York le 2 août 1924. Vous avez, James Baldwin, passé une grande partie ou toute votre enfance dans le ghetto de Harlem. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et c'est, dites-vous volontiers, l'écriture qui vous a sauvé la vie, qui vous a permis de sortir du cauchemar qui était le vôtre. Et puis c'est en France, la France que vous rejoignez en 1952, que tout a réellement commencé pour vous. On vous doit, James Baldwin, une dizaine de livres, dont le dernier en date vient de paraître chez Stock, son titre « Meurtre à Atlanta ». Pourquoi ce livre? Comment? Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions aussi l'avez-vous écrit? À ces questions, des réponses tout à l'heure. Mais avant cela, James Baldwin, vous fûtes pasteur durant quelques années. Et dans ce livre, vous dites notamment « Je sais », écrivez-vous donc, les risques et la beauté du sacerdoce. Alors pourquoi avoir décidé un jour de le quitter? Ah, c'est compliqué peut-être. J'avais 14 ans quand j'ai monté dans le pupitre dans l'église. C'était peut-être surtout parce que j'étais le fils d'un prédicateur. Aussi parce que enfin, il y avait quelque chose qui me tourmentait. C'est difficile d'exprimer ça. Mais pendant ces 3 ans dans l'église, j'ai beaucoup appris. C'est difficile d'exprimer exactement cela, mais il y avait l'église, les gens, tous plus âgés que moi, les mères, les pères, les vieux, les vieilles. Et ils faisaient confiance en un garçon prêtre, un garçon prédicateur. C'est quelque chose de sacré, quoi. Et j'ai pris ça très au sérieux. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que le temps passait et que j'étais en train aussi d'utiliser cela comme moyen d'échapper à moi-même, de répondre aux questions pour les autres, comme moyen d'échapper aux questions que j'ai portées en moi-même. Et fatalement, il me semblait que si je restais là comme ça, j'aurais devenu une espèce de menteur. C'est-à-dire, j'aurais trahi la confiance qu'on portait vers moi. Et j'ai quitté l'église et j'ai quitté chez moi. Et c'est peut-être à cause de ces 3 ans dans l'église que j'étais plutôt finalement réconcilié de devenir un écrivain. Parce que l'idée de devenir écrivain quand j'étais gosse à Harlem, dans la pauvreté et sans le moindre espoir d'aller à l'université, c'était une espèce de folie d'imaginer une telle possibilité. Mais j'étais forcé de me rendre compte que c'était la seule chose que je pouvais faire. Et d'une certaine manière, pour récupérer la détresse et l'angoisse et la beauté que j'ai vue quand j'étais prédicateur dans l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, votre père, James Baldwin, était lui aussi pasteur. Oui. Votre mère, elle, travaillait comme cuisinière. Voilà. Chez une dame blanche. Chez une dame blanche surtout, mais plusieurs finalement. C'était comme ça. Mon père était dans l'usine, elle était dans la cuisine. Et moi et mon frère, plus proche, étaient dans la rue en train de, pour vendre des choses. Combien d'enfants étiez-vous en famille? 9. 9 enfants. Nous sommes tous là. Oui. C'est moi l'aîné. 5 filles et 4 garçons. Et lorsque votre mère travaillait donc chez cette cuisinière, comme cuisinière, chez cette dame blanche, vous alliez la chercher parfois, votre mère, à la fin du travail. Oui. D'accord. Oui. Oui, c'était un peu, comment dire-je, je me souviens pas de toutes ces dames. Enfin, il y avait finalement plusieurs dames blanches. Mais c'était frappant parce que les cuisines dans lesquelles ma mère travaillait étaient très différentes que les nôtres. On était dans le ghetto et une des choses cachées du fait, le réel du ghetto, c'est que c'est un taudis, c'est la pauvreté. Et
il n'y a absolument rien qui vous appartenait. Et à qui le bâtiment appartienne n'est pas forcé de faire le moindre geste pour l'améliorer parce que il sait très bien que vous ne pouviez pas quitter le lieu. Puisque vous êtes noir, vous êtes parmi une population captive. Donc, si on proteste, tu peux rien faire. Donc, c'était le début d'une certaine... j'ai pris conscience de quelque chose de fête de couleur, qu'est-ce que ça pouvait faire, qu'est-ce que ça voulait dire. C'était le début d'une espèce de peur, le début d'une espèce de haine. Quel âge est-ce que vous aviez à cette époque-là? J'aurais dû avoir 8 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Alors précisément, lorsque James Baldwin, vous alliez parfois chercher votre maman, qui travaillait comme cuisinière chez des dames blanches, c'était bien sûr à l'extérieur du ghetto. Oui. C'était, si je me souviens bien, oui, je me souviens assez bien, c'était sur Park Avenue. Mais nous aussi, on habitait Park Avenue, mais Park Avenue à Harlem, c'est pas du tout Park Avenue dans la grande ville. C'était le côté est, mais où on habitait nous, c'était où le chemin de fer monte aux surfaces. À Manhattan, c'est sous terre. Mes premières images de la vie, c'est de notre toit. Et les trains j'étais fasciné par les trains, bien sûr, qui roulaient sans cesse. Pour moi, c'était quelque chose d'énorme, de très, très beau. Plus tard, je me suis rendu compte qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'était vraiment la réalité d'un garçon noir, quoi. Alors, vous quittez donc certains jours Harlem pour retrouver votre maman sur Park Avenue. Oui. Et vous écrivez précisément dans ce livre-là qui vient de paraître, Meurtre à Atlanta, vous dites que cette femme, que vous ne connaissiez pas finalement, vous avez peut-être aperçu une ou deux fois que cette femme, vous la détestiez de tout votre cœur. Et là, j'aimerais, vous avez 8-9 ans là, j'aimerais essayer de comprendre comment et quelles sont les conditions qui font que si jeune, il y a cette forme de haine qui vous alimentait. C'est pas difficile, de comprendre cela. D'abord, tout simplement, c'était ma mère, à moi, qui était prisonnier dans cette drôle de cuisine. J'ai une dame qui disait sans cesse qu'elle aimait ma mère, mais moi je croyais pas du tout. De toute façon, c'était ma mère qui voulait être chez elle, dans sa propre cuisine, qui n'avait pas le moindre envie d'être là. Et ça, je savais très bien. Ma mère était très bonne comédienne. Nous tous sont très bons comédiennes. Mais je n'étais pas dupe. Et j'étais beaucoup trop jeune pour comprendre le vrai portée de la pauvreté ou la couleur. Mais ça commence comme ça. Tu es trop jeune pour le comprendre, mais il y a quelque chose qui cloche. Et il y a quelque chose qui cloche, il y a aussi quelque chose... Dans quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui vous menace. Et là, tu le flaires. Mais tu n'as pas le langage pour cela. C'est trop tôt pour comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire d'être... vous êtes déjà traité comme ça, un nègre. Mais c'est bizarre. C'est difficile de comprendre ce que ça veut dire parce que ça veut dire aussi que ton père est aussi un sale nègre, et ta mère, et tes frères, et tes sœurs. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Vous vous souvenez, James Baldwin, très précisément de la première fois où quelqu'un vous a dit sale nègre? Non, je crois que il y a des gens peut-être qui peuvent se souvenir de cela, mais je ne me souviens pas de tout cela, mais je me souviens de celle-ci. Et ça, c'est absolument universel chez les Noirs, au moins pour les garçons. Il y a un moment où vous avez vers 7 ans. Vous allez chez vous rentrez chez vous. Et mine de rien, tu demandes à ta mère, toujours ta mère, jamais le père, pour le garçon au moins.
Tu demandes, mine de rien, maman, qu'est-ce que ça veut dire d'être une sœur nègre? Et elle ne te répond pas. Et puisqu'elle ne te répond pas, tu as peur pour la première fois. Dans ce silence, il y a quelque chose qui vous menace. Et dès qu'elle dit quelque chose, elle répond avec une question. Elle demande à vous, aussi, un peu mine de rien, qui vous a traité comme ça, mon fils? Et à partir de ce moment-là, tu te rends compte que c'est réel. Il y a quelque chose qui te menace, qui va te menacer pour toujours, dont tu ne comprends rien. Et personne ne peut t'aider vraiment. Sauf la mère et le père. La façon de vous aider, c'est de vous préparer pas de subir, mais d'affronter. C'est quelque chose qui ne va pas changer. Alors, à l'époque, votre père était pasteur. Son rôle, précisément, dans la communauté noire, qu'est-ce que c'était? C'était de vous demander d'essayer d'affronter cette réalité, de la supporter, ou de vous révolter contre cette situation? Là aussi, c'était quelque chose de très troublant et assez typique, parce que mon père était un principe très chrétien, très sévère, très puritain. Il nous a conseillé de suivre l'évangile et lui-même a fait. Était un homme assez rigide. Mais il y avait quelque chose d'autre chez lui. Et c'était le fait qu'il détestait les Blancs. Carrément. Totalement. Et puisque l'évangile parlait de l'amour, et lui aussi parlait de l'amour. Et dès que je me suis rendu compte que je détestais, par exemple, j'avais une institutrice blanche, très gentille, très jeune, très sympathique, et très gentille vers nous, les enfants. Il détestait cette dame. Il détestait cette dame totalement parce qu'elle était blanche. Et moi, j'étais un peu perdu, parce que elle n'était pas du tout comme la dame de Park Avenue. C'était quelqu'un auquel j'avais une confiance absolue. Et le fait qu'elle était blanche ne comptait pour rien. Mais pour lui, le fait qu'elle était blanche, c'était la seule chose qui comptait. Donc, tout ça veut dire que du début, j'étais un peu bafoué, c'était un peu difficile de mettre les deux choses ensemble dans la personnalité de mon père, surtout. Et plus tard, j'ai commencé à comprendre cela, mais en moi-même. Mais d'une certaine manière, j'étais inoculé, je peux dire. Peut-être, du début, j'ai pas sombré dans le... J'avais une rage horrible, j'étais très têtu et absolument personne, jamais permis personne de me cracher dessous. C'était plus fort que moi. Mais ça n'avait rien à voir avec la couleur. C'était quelque chose d'autre. C'était moi et vous. Et moi, je suis moi. Et si ça ne vous plaît pas, un de nous va être tué. Sur un piano droit, 88 touches. Elles vibrent ensemble quand tu les touches. Mais écoute bien et tu verras. Cinquante-six blanches et 32 noires. La race blanche est au pouvoir. Sinistre flic de la musique. James Baldwin, revenons brièvement, James Baldwin,
à votre père qui a donc été pasteur. Je crois qu'à l'âge de 12 ans, vous avez écrit l'une de vos premières nouvelles. Oui. C'était une nouvelle, sauf erreur de ma part, qui traitait de la guerre d'Espagne. Le titre de cette nouvelle, c'était Massacre. Vous avez montré cette nouvelle, bien sûr, à votre père. Et puis, juste après, vous en avez écrite une autre qui racontait, celle-ci, le drame des Juifs berlinois devant la montée du nazisme. Et lorsque votre père a découvert ce texte, je crois qu'il a très mal réagi. Oui, c'est vrai. Oui, c'était le premier nouvelle était édité au fait dans une petite revue d'église. D'église, oui. Et je ne me souviens pas de comment mon père a réagi à cela. Je n'étais pas tellement contente, mais ma mère était très contente. Mais le deuxième, sur les sorts des Juifs, ça, lui, il n'aimait pas du tout. Et il l'a déchiré, en fait. Et c'était, Il a lu cette nouvelle et il l'a déchirée devant vous. non, pas devant moi. J'explique brièvement que j'étais, comme le garçon aîné, j'avais mon bureau. Vous comprenez? Je dormais seul, j'avais mon bureau, c'était mon petit bureau avec tous mes trucs, mes poésies, etc. dedans. Et tout le monde était défendu de toucher le bureau de James, et y compris mon père. Donc, dès qu'il a fait cette espèce d'invasion de mon espace, j'ai réagi comme... moi aussi, j'étais étonné à moi-même, mais il n'avait pas le droit de le faire. Et c'est la première fois que mon père et moi avait un bagarre qui était commencé par moi. Et c'était peut-être pour lui et pour moi la première fois qu'on soupçonnait, car mon père n'était pas du tout bête, il était très intelligent, très sensible même. C'est pour ça qu'il était si tourmenté d'ailleurs. Je crois que pour moi, sûrement, c'était la première fois que je commençais à soupçonner que c'était sérieux, cette idée de devenir écrivain. Mais pour mon père a compris totalement. On n'a jamais, c'est la seule fois qu'on n'a jamais discuté ça. Sauf une fois, beaucoup plus tard. Et le raison pour laquelle il a réagi comme ça, c'était parce que c'était pas la méchanceté, ni le fait qu'il laissait tous les blancs, y compris les juifs, mais pas plus que les autres. Mais c'était parce qu'il avait peur. Il avait peur pour son fils, qui était en train de vraiment de prendre la route où il serait fatalement perdu. Donc à l'âge de 12 ans, James Baldwin, vous avez l'intention, vous avez très envie de devenir écrivain à l'âge de 12 ans. Bon, vous l'avez dit un peu plus au début de l'émission, durant 3 ans, vous avez été pasteur. Finalement, vous avez donc rompu. Vous vous êtes retrouvé, je crois, un peu dans les bas-fonds de New York. Enfin, oui. Ouais. Dans le bas-fond, dans Greenwich Village, mais et dans le Lower East Side, j'étais dans le bas-fond. Ouais. Non, parce que c'est à cette époque-là que vous avez dit c'est l'écriture qui m'a sauvé la vie. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. L'espoir de devenir écrivain, mais c'est ça qui est difficile d'exprimer parce que d'un côté, je n'osais pas le prendre au sérieux et de l'autre côté, c'était ma façon de vivre, ma façon d'agir. J'ai regardé les gens, j'étais passionné par les gens, n'importe qui. Et un ennemi ou un ami, j'étais d'une certaine manière presque obsédé. Et j'étais obsédé par les mots. Et quand je dis ça m'a sauvé, je veux dire que peut-être, quand j'étais dans la misère, quand j'étais dans la colère, ou même des fois arrêté, il y avait une espèce de... Il y avait quelque chose en moi qui se demandait pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça exactement? Un besoin de comprendre des choses pour me sauver instinctivement. Si je pouvais le comprendre, peut-être j'aurais capable de me sortir. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous les mots, toutes les façons de décrire des gens, des choses, d'après moi, n'étaient pas assez. De décrire quelqu'un comme juif, ou comme cubain, ou comme blanc,
ou comme noir, c'était de passer à côté. Mes amis dans le lycée étaient, pour moi, n'étaient pas blancs. Enfin, je savais très bien qu'ils étaient blancs, si vous voulez. Mais c'est pas ça qui m'a marqué. C'est pas ça qui était la chose plus importante. Il s'appelait Shelley, il s'appelait Emile, il s'appelait Ralph. Ils étaient très différents, tous. Et moi aussi, j'étais différent d'eux. On s'entendait très bien. On savait aussi, vaguement, comme une espèce de nuage au-dessus de nos têtes, qu'après le lycée, que la vie allait nous séparer. Oui, alors, durant quelques années, vous avez été pasteur. Vous avez exercé aux États-Unis, et à New York, par exemple, d'autres métiers. Un métier, c'est beaucoup dire. J'ai tout fait. J'ai travaillé pour le PTT, j'ai travaillé pour le chemin de fer, j'étais garçon de restaurant, j'étais lift boy. Je faisais tous les métiers de la pauvreté, quoi. Parce que j'ai quitté le lycée. J'avais qu'une arme pour monter plus haut dans la vie, quoi. J'étais censé de suivre mon père dans l'usine et pour toujours. Et ça aussi, en principe, je n'avais absolument rien contre ça. Je n'étais pas fier dans ce sens-là. Mais j'ai vite compris que j'étais forcé de comprendre que je ne pouvais pas. C'est pas parce que je ne voulais pas. C'était parce que les autres qui m'entouraient, les gens avec qui j'ai travaillé, eux ne voulaient pas de moi. Et pas parce qu'ils étaient méchants. C'était ça aussi difficile à comprendre. C'était parce qu'ils flairaient quelque chose. Que je ne pouvais pas rester là. Que ce n'était pas pour moi. Ils n'avaient pas la manière de quoi faire avec moi. Des fois, j'étais battu, des fois, on me protégeait. Mais j'étais mal placé. Il y avait comme moyen que je pouvais jamais rester là. Et ça me faisait peur. Car si je pouvais pas rester là, je voyais très, très mal. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et finalement, au fur et à mesure que le temps passait, j'étais battu comme un chien de droite et à gauche, et j'ai commencé à descendre. J'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à faire en moi-même, puis panique, et la panique qui tourne finalement en haine, et en haine de soi-même. Et puisque finalement mon père était mort dans un asile fou, et je me suis rendu compte que ça aurait pu m'arriver aussi. Parce que j'ai compris très bien les étapes qui menaient mon père à une telle fin. Et à ce moment-là, il a fallu que je regarde moi-même en face. Et finalement, dès que le père était mort, je me suis rendu compte que, bon gré, mal gré, la seule chose que j'avais pour vivre, c'était peut-être le talent de devenir un écrivain, parce que tous les autres portes étaient fermées. Alors, on l'a dit, tout commence pour vous réellement dans les années 50 en France. 48. 48. Oui. Maintenant, nous sommes en 85. Vous avez derrière vous une dizaine... 86, une dizaine de livres, dont ce dernier livre, Meurtre à Atlanta, dont on parlera un peu tout à l'heure. On va quitter Harlem et Atlanta le temps de parler de la situation présente. Vous habitez maintenant dans un village du midi de la France, à Saint-Paul-de-Vence. Oui, voilà. Ouais. C'est un peu un abri, Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, c'est un abri, enfin, j'étais très malade il y a à peu près 15 ans, et des amis m'ont envoyé à Saint-Paul pour me récupérer, quoi. Et dès que j'étais plus ou moins mieux, j'ai décidé de rester parce que il a fallu à ce moment-là que je recommence comme écrivain. C'était la fin d'une longue
une longue histoire aux États-Unis, en fait, parce que avec le mouvement de droits civiques, etc. Et après la mort de Martin, moi, comme beaucoup de monde, a passé par une espèce de désespoir, quoi. La mort de Martin Luther King. Oui. Et pour me rétablir, pour recommencer, c'est dire, j'ai décidé de rester à Saint-Paul pour recommencer ma vie comme écrivain, parce que j'ai toujours été écrivain, mais j'étais aussi très visible dans la vie sociale américaine, enfin, de ce moment-là, dans le mouvement. Et il a fallu trouver un moyen de comprendre par où on a passé et recommencer essayer de donner à cette époque une espèce de vie, au moins pour moi-même et peut-être pour les autres. Et pour ça, il me semble mieux et surtout parce que ce moment-là, j'étais plus jeune, je pensais qu'il faut maintenant prendre le métier vraiment au sérieux et écrire. Et c'est pour ça que je restais à Saint-Paul. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça, parce que la vie est comme elle est, et je suis maintenant entre mon pays et la France, c'est-à-dire entre ma machine à écrire, ici, là-bas à Saint-Paul, et les obligations, d'après moi, que j'ai aux États-Unis. Donc, je peux écrire, comme d'après Dickens, un conte de ville. Well, I'm standing at this station, waiting for my freight train to arrive. I'm standing at this station, waiting for my freight train to arrive. Well, it's gonna carry me home, where I can see my baby child. Well, my home's in New Orleans, that's where Louisiana was born. Well, my home's in New Orleans, that's where Louisiana Red was born. Il nous reste, James Baldwin, quelques minutes pour évoquer donc ce livre qui vient de paraître chez Stock, Meurtre à Atlanta, en rappelant peut-être que c'est un livre de commande, c'est-à-dire qu'un grand magazine américain, en l'occurrence Playboy, c'est un bon journal Playboy? Oui, inégal comme les tous, mais enfin... Bon, Playboy vous commande une enquête précise, puisqu'entre 1979 et 1981, dans une ville de Géorgie, Atlanta, une ville dont vous dites qu'elle est trop occupée pour haïr, eh bien dans cette ville, dans l'espace d'environ 2 ans, on retrouve au petit matin, dans des terrains vagues, les cadavres d'environ 28 enfants, qui ont tous été assassinés. Alors vous vous êtes rendu sur place pour essayer de mener à votre tour une sorte d'enquête, puisqu'on peut rappeler très rapidement que le maire de la ville d'Atlanta est noir, qu'on a retrouvé un suspect qui a avoué 2 crimes, mais d'adultes, et que finalement ce personnage a été reconnu coupable pour l'ensemble de ces crimes. Oui, c'est bien ça. Oui. Ça, oui. c'est le factuel. Voilà. Alors vous enquêtez, et je crois que vous n'êtes pas d'accord finalement, non seulement avec leur verdict, mais avec les éléments de l'enquête. Au début, je n'avais pas la moindre idée. J'étais là comme journaliste. Bref, la chose la plus frappante c'était le fait que les parents des garçons, il y avait aussi 2 filles, les parents de ces enfants n'étaient pas d'accord avec le verdict. Et ça me frappait, évidemment. Plus qu'autre chose, peut-être. Et là, j'ai commencé je ne fais pas exactement, c'était une enquête, bien sûr. Mais derrière tout ça, derrière les faits, il y a toute une société très complexe. Et il a fallu que je me souvienne en moi-même le date que je connaissais les années 50. Et parmi tous ces détails, un grand détail, c'est difficile d'exprimer pour quelqu'un en dehors de l'Amérique, mais
mettons n'importe quelle ville, et la ville est moins importante, c'est-à-dire a moins de force que l'État. L'État de Géorgie, c'est une chose, et la ville d'Atlanta, c'est une autre. Et pendant l'époque du mouvement de droite civique, un des mobiles de la ville d'Atlanta, c'était éviter à tout prix les émeutes, les confrontations raciales et sociales dans la ville, pour beaucoup de raisons. Mais cette tension reste toujours. Et c'était pas la ville d'Atlanta qui a commencé le procès, c'était l'État de Géorgie. Et donc, malgré le fait qu'il y avait un maire noir, etc., ça comptait beaucoup moins qu'on aurait l'idée d'après les journaux, car le fait de pouvoir restait exactement le même. Et dès que j'ai pensé comme ça, et dès qu'on commençait aussi de regarder la structure sociale d'Atlanta, et derrière tout cela, le mythe de couleur, le mythe de couleur dans le sud des États-Unis est très, très, très complexe parce que ça fait des générations quand même que nous étions là, noirs et blancs ensemble. Et tout le monde s'est mélangé. On ne dit pas, mais tout le monde le sait. Tous les blancs le savent, tous les noirs le savent. Donc la question, à ce moment-là, de cadavres noirs impliquait tout le monde, toute la communauté. Évidemment, la communauté noire était visée d'une certaine manière, c'était nos enfants, visiblement nos enfants, mais aussi les enfants des autres. Tous les Noirs américains ont des ancêtres noirs et blancs, et on peut exagérer un peu, on peut dire que c'est difficile pour n'importe quel blanc de prouver qu'il est blanc. Alors rappelons très vite donc que le maire de la ville était noir, que le président du tribunal l'était aussi, que le suspect qui a été finalement condamné l'était également, et donc que les victimes étaient toutes noires. Oui. L'affaire est classée. Classée pour l'instant, oui. Oui. Mais classée un peu trop, je dirais celle-ci. C'est pas à moi de prouver quoi que ce soit, mais je constate, et c'est très important pour moi, pour nous, je crois, de se rendre compte que l'État qui a porté l'accusation n'a pas prouvé l'accusation. Et ça, c'est ça qui me gêne le plus. Peut-être elle est coupable, je ne sais pas, mais c'est pas prouvé. James Baldwin, je vous remercie de nous avoir rejoints pour le petit déjeuner ce matin. Meurtre à Atlanta, c'est un livre d'amour, de haine? D'amour. Oui, on n'aurait jamais pu faire ça. Enfin, non. Je n'aurais jamais pu parler avec les enfants, les mères, les pères. Je n'ai jamais pu subir. De toute façon, à ce côté le livre, si c'est une question d'haine, il y a longtemps j'aurais coupé la gorge. Ce n'est pas la peine, on ne peut pas vivre comme ça. Je vous remercie. Merci.